merci de nous retrouver. C'est 10-12, le Zénith qui démarre encore cette semaine avec ce lundi 24 août 2020. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Comment comprendre exactement ce qui s'est passé hier avec le Paris Saint-Germain et bien sûr le Bayern de Munich? Ils sont assez nombreux, ces Camerounais hier, qui à travers les quartiers et les villes ont attendu la victoire de Choupo-Moting qui devait en réalité porter la coupe aux deux grandes oreilles. Malheureusement, ceci s'est soldé par une défaite du Paris Saint-Germain hier et les Camerounais très attentifs, très amoureux de leurs joueurs qui y évoluent également ont eu, on va dire, un sommeil difficile hier soir. Et entre autres, on sait quand même que les Munichois camerounais sont très heureux. En tout cas, c'était justement une petite manière de vous dire que le Cameroun se réveille véritablement. Mais quittons le Cameroun pour dire, madame et messieurs, que des sujets nous interpellent pendant cette édition de 10-12 le Zénith. On en parlera évidemment avec force et respect au courant de l'émission avec toute la grande famille. Rappelons-le, qu'est-ce qui se passe véritablement aujourd'hui au Mali? L'imam Dikou le dit effectivement qu'il rentrera dans sa mosquée et après sa mosquée, il restera et gardera bien évidemment les yeux sur l'avenir du Mali. Et parlant de la junte militaire en ce moment au pouvoir au Mali, ils ont initié des rencontres en fin de semaine dernière avec l'ambassade russe, bien sûr, au Mali. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Est-ce que les accords de protection en termes de protection militaire vont être actés au Mali ou pas? Pourquoi la Russie maintenant? Comment comprendre l'implication et la présence forte, bien sûr, de la Russie qui semble bien évidemment s'accaparer le pays fier et qui, depuis un petit moment, semble être propre aux Français? Comment l'expliquer? Revenons bien sûr en Côte d'Ivoire. Pour dire ça bouge énormément en Côte d'Ivoire, samedi dernier, Alassane Ouattara a été reconnu comme étant le candidat du RHDP à l'élection présidentielle à venir dans le pays d'Houphouët-Boigny. Comment expliquer les images qui ont eu cours ce week-end sur la toile? Les Ivoiriens sont-ils heureux, bien sûr, de recevoir Alassane Ouattara comme étant président? Oui, le futur président l'a dit, il va les battre KO. C'est ce qu'on peut retenir de l'expression de ce discours qui a été rendu, on va dire, public samedi dernier, alors qu'il était auprès de ses militants dans un stade en Côte d'Ivoire. L'actualité aussi est camerounaise. Les inondations ne cessent de faire des victimes depuis vendredi dernier ici à Douala. Comment se sont réveillées ces populations le week-end? Quelles sont les conséquences qui peuvent être attendues? Naturellement, les conséquences humanitaires, y compris sanitaires. Comment le Cameroun vivra-t-il cette réalité? Tout de suite, madame, messieurs, la grande famille est au complet et ensemble unis pour la même mission. Nous serons là pour vous servir. Charlemagne Bachou est avec nous ce matin. Bonjour Charlemagne et bienvenue encore. Bonjour monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au Premier ministre, Chief Joseph John Bouté. Voilà, j'y arrive. Comment allons-nous encourager les investisseurs nationaux et internationaux à s'intéresser au Cameroun, terre d'attractivité, comme l'avait dit le chef de l'État? Lorsqu'on entend ci et là des enquêtes qui sont désormais organisées sur 2000 hectares en Guyane, une même base qu'on annonce sur 100 000 hectares à Tignième, les problèmes de la vallée du Thème, non. Le Cameroun a besoin des successeurs, des Kadi de Foto, André Soin, Foto Victor, Noutchogwen Jean Samuel. Il faut créer aujourd'hui ces jeunes, cette classe d'affaires qui va accompagner non seulement le Cameroun vers sa prospérité, mais en attendant, pourquoi ne pas réagir et vous intéresser à ces différents problèmes qui minent désormais non seulement l'aspect affaires du Cameroun, mais désormais les communautés, avec un regard porté sur le gouvernement qui ne joue toujours pas sa partition. Très bien, merci beaucoup Charles Bachou pour cette entrée ce matin également. Mais on va dire que la semaine, certainement, commence très bien avec vous. Les réalités camerounaises, vous les vivez au fur et à mesure. Et tout à l'heure, lors de la préparation de l'émission, vous nous faites justement savoir qu'il y a un certain nombre de réalités autour des inondations connues ces jours-ci à Douala. Comment avez-vous accepté, Charlemagne Bachou, les inondations qui ont eu cours ce week-end à Douala et les conséquences qui en découlent aujourd'hui? Comment l'avez-vous apprécié? Alors, il faut dire que c'est véritablement pathétique ce qu'on a vécu ce week-end parce que cela traduit, M. Michel Ngachou,
les insuffisances du gouvernement dans la résolution des problèmes d'urbanisme. Ça a étalé encore au grand jour les insuffisances même du ministère du développement local, de la décentralisation. Pourquoi? Tout simplement parce que on se rappelle que c'est le 11 quand le ministre Georges Langobam demandait encore aux maires qui se plaignaient d'avoir leur argent, qui se plaignaient d'avoir des aérés, de pouvoir procéder au curage des drains, de nettoyer les drains afin de faciliter, on va dire, la circulation des eaux. Sauf que entre le moment où l'instruction a été donnée, le temps de recevoir et le décaissement des fonds, il faut dire qu'on s'est retrouvé au 21, où les principales villes, les 24 quartiers, comme on a dit, dans tous les arrondissements, se sont retrouvés sous les eaux, avec des populations aux abois, des sans-abri désormais, et toutes les maladies hydriques qu'on peut imaginer qui vont désormais accompagner ces jeunes, parce qu'aujourd'hui, ils sont nombreux en termes d'enfants, en termes de parents, dont les enfants ont consommé de cette mauvaise eau et continuent de consommer cette mauvaise eau avec les maladies hydriques. Il y a de nombreuses personnes dont les maisons se sont écroulées sous le poids de l'eau. Vraiment, c'est grave. Et on annonce même le ministre à Tangandi dans la ville. Espérons qu'il viendra véritablement apporter une solution et non venir penser superficiellement les blessures. Attendons justement de voir ce que ça va donner pour cette arrivée, bien sûr, ce jour à Douala. Bonjour Karine Santia. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Un bonjour particulier aux sinistrés de la grande pluie qui s'est abattue dans la ville de Douala vendredi dernier. Il y a énormément de pertes économiques. Il y a des propriétaires de fermes qui ont perdu la quasi-totalité de leur poulailler, c'est-à-dire que plus de 3000 qui sont décédés de toutes les façons. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va vous proposer les images qui font froid dans le dos et qui certainement vont vous faire couler quelques gouttes de larmes. Incidence également ce matin, pour ceux qui nous regardent, Karine Santia s'arrêtera sur ces sujets. Madame, Monsieur, vous entendrez bien sûr la réalité de ces populations ici à Douala. Le comment est-ce qu'ils ont vécu ces 72 heures, les réalités auxquelles elles sont exposées et les manquements auxquels elles sont exposées en même temps et surtout leurs attentes. Bonjour Dominique Audrey. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Comme tout le monde, la quasi-totalité de personnes ici sur le plateau, j'ai une pensée pour tous les aviculteurs camerounais qui ont enregistré des pertes. À eux, je dirais ce matin que M. Atangadi est en route pour venir vous rendre visite, pour prendre le pouls de la situation. Avant lui, on a eu Mme Ketia Cortez qui est venue et a expliqué que c'est parce que les drains avaient des bouteilles et autres et qu'il fallait qu'ensemble on trouve une solution. Donc, entre autres, les solutions qu'on pourrait trouver pour ces jeunes Camerounais qui se sont investis dans l'élevage des poulets, juste pour ne citer que cela, on pourrait essayer de leur apporter un soutien financier pour la relance du moins la moitié de leur investissement. On pourrait essayer de les aider dans cette mesure-là et non simplement venir faire des apparitions comme ça et après venir dire au moins on a allé au chevet de ces sinistrés-là. Donc on a plus besoin d'actes en ce moment que de paroles. Donc les Camerounais aujourd'hui regardent ces deux ministères-là qui ont décidé de descendre sur le terrain. On a de l'espoir. On a de l'espoir, monsieur Atangadi. Très bien. Protection civile oblige, gestion de catastrophes en même temps oblige. Comment les Doualais qui ont été victimes des inondations vivront-ils? L'arrivée du ministre de l'administration territoriale, qu'est-ce qu'il leur dira? Eh bien, les oreilles sont très ouvertes et on verra, attention, madame, monsieur, les réalités autour de tout ceci. Nous vous rappelons que vous avez les plateformes sur lesquelles vous pourrez bien sûr intervenir, bien connues, entre autres 10-12, le Zénith, c'est ceux qui sont en même temps sur Facebook qui vont nous y retrouver, et vous avez également Equinox TV pour ceux qui nous regardent bien sûr en live. Bienvenue à tous, bienvenue à vous. L'histoire du jour ce matin est signée Dominique Audrey Oyengelek. L'histoire du jour, Dominique. Bonjour Michel, une fois de plus, bonjour aux téléspectateurs.
L'histoire que je raconte ce matin est particulièrement adressée à Charlemagne Bachou, qui est l'histoire d'Abou, qui dit qu'il a 30 ans, il est musulman. Il a rencontré Pascaline, alors qu'elle est chrétienne, il y a 5 ans. Il raconte que de sa précédente relation, il a eu des enfants. Et toutes ces 5 années, Nathalie s'est très bien occupée de ces enfants-là. Avec le confinement et lié à la crise au corona, l'entreprise dans laquelle il travaille lui a demandé de rentrer d'abord à la maison. C'était un congé technique pour une durée. C'est comme ça qu'on dit congé technique. Voilà, pour une durée indéterminée, du moins avec lorsque les activités devaient reprendre, on devait les récupérer. Malheureusement, Abou a été très malade durant 7 mois. Il a fait des navettes entre Garoua, Douala, Yaoundé à la recherche d'un traitement. Avec la dernière célébration religieuse liée aux musulmans, c'est la fête du mouton. Oui. Il a décidé de retrouver sa famille ici à Yaoundé avec sa femme pour passer les célébrations. Au lendemain de la fête, alors que sa chère et tendre compagne était à l'extérieur, elle était en train d'étaler le linge, il était à la cuisine et il a vu le téléphone de cette dernière sonner. Alors que ça sonne, il voit un message qu'elle n'avait pas encore ouvert. Et lorsqu'elle l'ouvre, il faut mentionner que celle-là précédemment lui avait fait savoir qu'elle devait faire un voyage dans le cadre de ses activités, puisqu'elle dit qu'elle travaille dans les gens qui font la restauration là. Service traiteur. Voilà, dans un service traiteur. Donc elle devait aller dans la ville de Bafoussam. Et là, le message dit en fait que j'espère, ma chérie, que tu es prête pour notre séjour et tout, machin et truc. Il dit qu'il a failli faire une crise cardiaque. Il a pris la peine de remonter la conversation avec le monsieur et il se rend compte que c'est une relation qui ne date pas d'aujourd'hui. Et que toutes les fois où il était en train de dormir à 21h, madame restait jusqu'à X heures à échanger avec le monsieur. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu as fait? Ta journée a été? Je t'ai appelé. Une relation, un couple en réalité. Quand il confronte cette dernière, elle lui dit non, il n'y a jamais rien eu entre lui et moi, c'est rien de sérieux et tout. Donc à bout de dire à Nathalie, ma chère Nathalie, dès aujourd'hui, j'arrête d'avoir une autorité sur toi. Tu n'es plus sous mon autorité, c'est à toi de voir. Si tu décides de prendre une décision, prends-la, moi je vais respecter. Et cette dernière est quand même partie. Elle a pris ses bagages, elle a plié ses affaires et elle est allée à Bafoussam. Et elle y va, il dit qu'il a eu mal. Il a eu énormément mal, surtout qu'au mois de janvier de cette année, il a procédé à la cérémonie de Toké-Porte pour cette dernière. Elle est partie et dès qu'elle est partie, il a décidé de changer les serrures. Il a bloqué surtout les téléphones dont elle n'a plus accès à lui. Maintenant, elle passe par le voisinage pour l'avoir au téléphone. Donc la question qu'il nous pose aujourd'hui, puisque sa famille dès le départ lui a dit non, on ne veut pas de cette fille, même si elle décide de venir dans notre religion, on ne la veut pas. De par, et sa religion, c'est laquelle déjà, le monsieur? Le monsieur est musulman et la dame est chrétienne. Merci. On ne la veut pas de par l'aura qu'elle dégage, on ne voit pas en elle une bonne femme pour toi. Donc, voilà ça. Il dit qu'il a été contre tout le monde. Sa propre mère, il lui a dit non, c'est elle que je veux, j'ai passé des moments durs avec elle, je veux l'épouser. Comment faire donc? Lorsqu'on a fait le Toké-Porte à une femme, est-ce qu'il y a une procédure, Charles Armel, pour annuler cela, pour passer à autre chose? Et maintenant, comment en sortir? Comment expliquer à mes enfants que la mère qu'ils ont eue pendant 5 ans ne sera plus leur mère? Et très bien. Comment comprendre cela? Oui. Une histoire également qui nous concerne tous, madame, monsieur, qui vous concerne vous également, qui nous regardez, une histoire qui est peut-être proche de quelques réalités autour de vous. Comment l'analysez-vous? Quelle perception vous en faites également? Comment, quels conseils préconisez-vous à l'endroit de ces familles ou encore à l'endroit de ce monsieur? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Est-ce qu'on peut arrêter tout processus de relation après avoir fait ce qu'on appelait entre nous au Cameroun le Toké-Porte? Comment s'en sortir véritablement sur ces questions? Je vais bien sûr commencer avec vous ce matin, Charlemagne Bachou, pour mieux comprendre votre point de vue sur l'histoire qui a été restituée ce matin par Dominique Audrey. Alors, il faut dire qu'on est là face à ce que j'appellerais une femme têtue. Têtue. Une femme qui n'a pas reçu l'éducation de la vie, qui n'est pas allée à l'école du mariage auprès de ses parents. Pourquoi? Vous savez, lorsque vous prenez une femme en mariage,
vous souhaitez prendre une femme en mariage, il y a ce qu'on appelle un temps de probation. Ce temps de probation, c'est la période où la femme va dans votre famille rencontrer les différents membres. Elle passe un séjour, une nuitée, un week-end, pourquoi pas, avec certaines personnes clés de la famille, afin qu'ils puissent l'observer, qu'ils puissent apporter, on va dire, certaines critiques et permettre même à la fille de vous connaître, vous l'homme et la famille dans laquelle elle est en train de rentrer. Ça, c'est important. Aujourd'hui, on a des occidentalisés qui estiment que le simple fait de connaître, on vient dire papa, comme tu vois, c'est la femme que je vais épouser, point. Tata, maman, comme tu vois, c'est la femme que je vais épouser, point. On n'a pas le temps de changer, de discuter, de passer un temps soit peu avec la nouvelle personne, celle qu'on va accueillir dans la famille, parce que les gens estiment que le mariage, c'est une affaire de deux. Ce n'est pas une affaire de famille, c'est une affaire de deux. Et malgré le fait que la famille s'oppose à la décision du garçon, il a choisi de vivre avec la femme, il a insisté. Comment est-ce qu'un homme peut-il dormir, et encore plus dans l'islam, avec le Coran qui s'étale largement sur la question du mariage? Comment est-ce qu'un homme, un musulman, une personne islamisée, peut-il dormir sans sa femme? Comment peut-il réussir à s'endormir, laissant sa femme? Que fait-elle? Avec qui? Même si c'est les enfants, à 1 h du matin, elle s'occupe encore de quel type d'enfant? On sait généralement que les femmes se lèvent généralement dans la nuit, soit c'est pour tremper le haricot, soit c'est pour tremper le coquille, soit c'est pour... Il y a des heures précises, ça c'est calqué sur le calendrier de ma maman, que je connais les heures où les femmes se lèvent pour aller tremper ces choses. Généralement, c'est lorsqu'elles ont oublié de le faire. Pourquoi est-ce qu'une femme va-t-elle rester une fois, 2 fois, 3 fois? Vous allez laisser, se disant peut-être que bon, c'est la démocratie, parce que beaucoup de personnes ont introduit la démocratie dans leur foyer. Oui, c'est la démocratie, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Vous savez, monsieur Michel Ngachou, le fait pour l'homme d'avoir dit à sa femme, tu n'iras pas, je t'interdis, tu as le choix. Et la femme de prendre sur elle, de dire, je m'en fous de ce que tu dis. Ce jour où elle a prononcé, elle a signé l'acte de divorce de la relation, parce qu'elle a démontré que l'homme n'a plus d'emprise sur elle. Elle a démontré que l'homme n'a plus de décision. Il n'est plus le chef de famille depuis qu'il a perdu son boulot, depuis le congé technique, depuis l'homme ne représente plus rien. Elle s'est trouvée, sans vouloir se battre, elle s'est trouvée une autre source de revenus, une source de revenus autre que son mari, en disant ok, je t'abandonne, moi je vais me débrouiller. Le garçon, quand il a découvert, et c'est une erreur que je ne souhaite pas à tous les hommes, ne prenez jamais le téléphone de vos femmes, vraiment. Si vous ne voulez pas avoir des soucis, c'est vice versa. Pour la femme, ne touchez jamais le téléphone de votre épouse. Ça a été certes bénéfique, mais le voilà qui souffre. Je terminerai en lui disant, écoute, la femme a choisi de te quitter, et bien quitte-la. Ok. Pour avoir la paix. Comment, Karine Santia, peut-on en venir à une situation pareille? Comment quitter une femme quand on a déjà toqué la porte? Quel est le sentiment que peuvent avoir bien sûr les familles lorsque on se rendra compte que la fille retourne à la maison et pourtant on l'attendait ailleurs? C'est la famille qui allait toquer à la porte ou c'est le garçon? C'est la femme. À son garçon. Il allait seul? Avec les amis? Puisque la famille a dit... Ce n'est pas un toqué-porte. Ça veut dire que c'était pas un toqué-porte, donc ils peuvent se séparer. Parce que je sais quand même que lorsqu'on fait le toqué-porte, on demande si le vin qu'ils ont apporté là, je peux boire. Non. Là-bas, c'est la dot. La dot? Là-bas, c'est la dot. Ah bon? Le toqué-porte, c'est juste venir se présenter. Bonjour, bonjour papa, bonjour maman. Depuis votre fille sort, elle rentre tard, elle passe la nuit dehors. Juste dire que c'est avec moi. Vraiment, d'accord. Quand elle est au téléphone pendant longtemps. Et nous, on veut vraiment, nous souhaiterons venir. On souhaiterait venir, vêtements à prendre, donner-nous la liste. C'est juste ça, le toqué-porte. Ce qui se passe, c'est que c'était pas un toqué-porte de toutes les façons. Ils peuvent se séparer et c'était même pas un couple, à mon sens. Il a combien d'enfants déjà à vous? 5, apparemment. Ils n'ont pas d'enfants. Non, avec elle a trouvé 5 enfants. Oui. Ils n'ont pas d'enfants. Ils ont 5 ans de relation et lui, il a 2 enfants avant. D'accord. Et elle était une maman pour les enfants. Oui. Et c'est délicat parce que lorsque vous avez déjà des enfants et que vous commencez à faire défiler les mamans différentes devant eux, ça devient délicat, vraiment. Les enfants ont besoin d'une stabilité émotionnelle, d'une stabilité familiale. Et lorsque ça commence à changer de maman, à tout moment, c'est délicat. C'est pas bien du tout. C'est pourquoi je pense que c'est pour ça qu'il pose la question. Mais c'était pas un couple. De toutes les façons, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas un couple. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui peut parler pendant longtemps au téléphone et que vous ne vous rendiez pas compte toute la nuit, c'est un problème. Il dort. Il dort, mais quand il se tourne, il fait comment? Oui.
Non, s'il vous plaît, il y a des gens que lorsqu'ils dorment, ils se tournent. Sauf si vous, quand vous dormez, vous êtes un poteau ou à cause d'un statut. Vous ne balancez pas de bras, vous ne balancez pas de pieds, rien du tout, mais vous dormez quand même dans le même lit. Vous ne pouvez pas vous rendre compte que la personne n'est pas là, parce que si elle manipule le téléphone dans la chambre et dans votre lit, ça veut dire que le téléphone, ça a une lumière. Donc ça va vous gêner à un moment donné. Maintenant, si ça ne l'a pas gêné, peut-être que lorsqu'il dort, il meurt une fois. Maintenant, dans un autre sens, est-ce que lorsque elle manipule ce téléphone, elle est au salon? Comment est-ce qu'il fait lorsque sa femme reste au salon toute la nuit et que lui, il est dans la chambre? J'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que je dis que c'était pas un couple. Les deux n'avaient rien en commun. Vraiment, rien du tout. Donc, séparez-vous pour que personne ne soit malheureux. Merci beaucoup. Jean-Paul Chignat, déjà bonjour à vous et bienvenue. Vous avez écouté l'histoire qui a été restituée par Dominique Audrey ce matin sur le plateau. Vous avez quand même une appréciation à faire ce matin? Bonjour Michel, bonjour à tous nos millions de téléspectateurs. Bonjour à tout le plateau. On est là dans une situation qui n'est pas différente d'une aventure ambiguë. Je pense que Cheikh Hamidou Kane, de là où il est, soit 59 ans après avoir publié son ouvrage L'aventure ambiguë, la question reste d'actualité, à savoir le conflit entre le mariage, les us et traditions du mariage traditionnel et la conception du mariage moderne. Donc on est un peu dans ce cas-là. Vous savez que les conservateurs ont tendance, je ne vais pas dire Chalamel, ils ont tendance à résister à la modernité et l'occidentalité. Malheureusement, il faut faire, il faut composer avec. Donc, si la conception musulmane indique clairement que pour se mettre, si vous êtes musulman, pour vous mettre avec un conjoint, le conjoint doit intégrer votre religion. Il faut simplement la respecter. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. C'est un dogme. On ne discute pas. On l'applique ou on ne l'applique pas. Donc je pense que c'est aussi ça dont il est question d'une part. D'autre part, le mariage occidental nous a appris que le mariage c'est une affaire de deux, tout comme la famille se résume au père, la mère et les enfants. On a des cas où ça marche bien. Charles Hamel parlait de démocratie dans le foyer. On a des foyers qui marchent à merveille, qui ont bien marché, où la démocratie règne. Donc, si certains appréhendent mal la démocratie dans le foyer et l'appliquent mal, voyez-vous, quand il y a démocratie dans le foyer, c'est évidemment l'avantage de la femme parce que jadis, tous les pouvoirs étaient concentrés entre les mains de l'homme. Donc, quand l'homme lâche certains pouvoirs, je pense que le problème vient aussi souvent parce que la femme en prend un peu trop et il y a des foyers où l'homme n'a plus rien à dire. Quand il veut même parler, on lui dit tais-toi. La femme lui dit tais-toi. Et ça, c'est la conséquence de trop de démocratie. Donc, l'homme doit savoir garder, je veux dire, sa marge de pouvoir et être attentif, savoir que à chaque fois, la femme est dans un état d'esprit de toujours grignoter les parcelles de pouvoir au point où vous n'en aurez plus rien. Donc, il faut rester vigilant là-dessus. La démocratie dans le foyer n'est pas une mauvaise chose en soi. Donc, pour le cas de l'histoire de Dominique Audrey, si la famille décide que cette femme, même si elle devient musulmane, on ne la veut pas, mais pourquoi voulez-vous aller là où on ne veut pas de vous? Parce que, à savoir que le monsieur il est d'obédience musulmane et que, selon les us et traditions de la religion musulmane, il y a un certain nombre, il y a un comportement à laquelle la femme doit se conformer. Que vous le voulez ou non, il n'y a pas de, donc dans les mariages musulmans, il n'y a pas de démocratie à faire. Donc il faut respecter ça. Donc, si elle est prête à le respecter et qu'au-delà de respecter ses us et coutumes, la famille une famille musulmane ne se définit pas uniquement par le Coran. Si on voit que vous dégagez une mauvaise aura et qu'on trouve que vous ne pouvez pas être la bonne femme pour notre fils, donc je pense que là, la famille a d'une part aussi raison, il faut seulement respecter. Rappelez-vous, j'ai eu à lire quand j'étais au lycée, il y avait un livre qu'on a appelé English for French Speaking in Africa, Advice to a Marriageable Young Man. My son, you are too young, but you are not young, but not too young to give a woman a child. On donnait un ensemble de conseils aux jeunes mariés où la famille insistait que avant d'aller dans une autre prendre épouse, ta famille devrait connaître toutes les racines dans la famille où tu t'en vas.
Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le problème reste d'actualité. Il nous revient aujourd'hui de savoir comment faire composer entre la tradition et la modernité. Est-ce qu'il faudrait justement, tout à l'heure vous le disiez justement, qu'on ait l'impression que l'occidentalisation nous oblige effectivement à combiner avec nos traditions. Et vous faites référence justement à l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que c'est encore respecté véritablement, Jean-Paul Chouniat? Les familles combinent-elles encore avec les autres pour pouvoir les céder leurs filles ou leurs fils comme ça aux autres familles? Non, il y a des familles. Ça se passe encore véritablement? Il y a des familles où on remonte à certaines régénérations. On va vous dire non, son grand-père c'était un grand sorcier. Vraiment, nous on ne veut pas que... Je parle sous le contrôle de Charles Hamel. Nous on ne veut pas que notre fille aille dans cette famille, ainsi de suite. Donc, et même si vous aimiez votre gars... Est-ce que ce n'est pas des éléments qui, à un moment donné, sont un tout petit peu, je vais dire, qui font problème et qui ne permettent pas à deux personnes qui s'aiment véritablement de pouvoir s'unir et d'aller de l'avant? C'est pour vous dire que du point de vue de la tradition africaine, ou chez les Bantous, le mariage ne se résume pas seulement à l'amour que vous manifestez entre vous. C'est l'union de deux familles. Donc demain, mon arrière-grand-père ou mon petit frère ne va pas venir chez moi et la femme vient avec sa conception occidentale du mariage, à savoir qu'avant de venir chez moi, il faut appeler, il faut faire... Non, ce n'est pas comme ça. Donc il y a des valeurs africaines qui résistent au temps. Merci beaucoup, Jean-Paul Chouniat. Dominique Audrey, votre point de vue ce matin sur l'histoire du jour. Valeurs occidentales, mariage occidental, machin occidental, vraiment. Vous êtes occidentalisé ou bien? Oui. Qui assume? Donc on a le sentiment que quand vous dites occidental, on a le sentiment... Bon. Parce que tous les mots du monde, vraiment, c'est l'Occident, hein, finalement. Oui. On a des Bantous qui ont des femmes, ou c'est Banta qu'on dit. Nous sommes en Afrique. Nous sommes au Cameroun, oui. Et peut-être le langage est très camerounais. À un moment donné, on accepte mal ce qui vient d'ailleurs. On aurait bien voulu qu'il y ait des conservations. Vous acceptez les téléphones, vous acceptez les voitures, vous acceptez les vêtements, vous acceptez... Je ne sais pas parler de moi. C'est pour ça qu'on parle de les Bantous, non. Ouais. On parle des Bantous. D'accord. Votre point de vue sur l'histoire du jour? Oui, mon point de vue, c'est que à Abou et à tous les hommes qui nous regardent, à l'adresse des femmes également, les femmes sont comme des oranges. Ce n'est pas parce qu'elles sont les plus belles qu'elles sont forcément meilleures. Hein. Attention à tous ces hommes-là qui s'arrêtent à la carcasse, à la coque que les femmes présentent. Malheureusement, voilà un jeune homme qui a donné 5 années de sa vie à une femme qui l'a malheureusement bernée. Le seul bon côté, le seul point positif, c'est qu'elle a accepté le fait qu'il avait des enfants et qu'elle a été la mère de ces enfants-là. Mais à côté de ça, elle n'a pas pu compléter cet homme parce que je vois en cette fille une femme matérialiste. Matérialiste parce que Abou se rend compte du vrai visage de cette dernière pendant sa maladie, pendant le confinement. Et qui dit confinement dit certainement division par 2 du salaire. Donc une femme qui avait l'habitude d'aller à la boutique, acheter une bouteille de jus à chaque sortie, et maintenant a vu la vanne un peu fermée momentanément, elle a certainement dû chercher ce que Abou ne lui donnait plus. Pas parce qu'Abou ne voulait pas, mais parce qu'Abou n'en avait pas à ce moment-là. Est-ce que c'est pas Abou le problème à un moment donné? Vous engagez une relation, c'est le matériel que vous présentez au moment où le matériel est en train de prendre un coup. Non. Et vous plaignez aujourd'hui. Est-ce que c'est pas Abou le problème? Non. Lorsque vous vivez dans la maison avec une femme, mais attendez, vous faites tout pour qu'elle soit à l'aise. Le monsieur raconte qu'il a passé des moments difficiles avec la dame. Par moments difficiles, moi j'entrevois, il a certainement chômé, il est d'abord allé à l'école, la famille a suppléé et maintenant qu'il a le travail, il récompense cette fille qui pendant des semaines a certainement mangé les choux à la sauce d'arachide avec le couscous maïs. C'est une bouffe, non? Oui, mais tous les jours, c'est un problème. Vous tapez là où ça fait mal. C'est Abou lui-même le problème. Tous les jours, non, c'est pas le problème. Parce qu'un homme qui fait plaisir à une femme n'est pas un mauvais homme. Maintenant, le problème de la femme, c'est que visiblement, elle est matérialiste. Bon, est-ce qu'Abou n'a pas pris le temps de bien éduquer sa femme? Parce que aussi, il faut... je ne sais pas si ma question m'a posé. Est-ce qu'il ne peut pas lui éduquer sa femme en lui disant, écoute, hier c'était dur, aujourd'hui on a la chance d'avoir un tout petit peu, il faut penser à l'avenir. Alors maintenant, on ne fait pas les dépenses de façon... Michel Gachou. Il faut éduquer, l'homme éduque sa femme également. Michel Gachou, on est en plein confinement. Vous rentrez à la maison, vous n'avez plus de salaire. Et vous tombez malade, vous êtes aux portes de la mort. Vous allez vous mettre à éduquer une femme, à lui dire que ma chérie, il n'y aura plus d'argent alors que vous pouvez mourir et laisser vos enfants orphelins.
Non, cette femme n'est pas une femme pour lui. Je suis désolée. Ce n'est pas une femme pour lui. Justement parce qu'il a mal choisi. Ouais. Oui, tout le monde choisit. La coque. Il s'est contenté de voir une belle femme, bien habillée, bien coiffée. Et voilà, aujourd'hui, il est en train de pleurer parce qu'il aime cette dernière. Vous avez, il y a des questions qu'on ne se pose pas. Vous voyez une femme qui fait preuve d'une irrévérence caractérisée. Vous lui dites, les hommes ont une façon particulière d'exprimer leur mécontentement, leur colère. À bout, en lui disant, tu as le choix, c'était la possibilité, il lui dit, je te pardonne. Recommençons là où on s'est arrêté. Mais la bonne dame lui a dit que non, moi je m'en vais, j'ai mon travail à faire. Elle allait prendre son pied et après elle s'attend à revenir se recoucher à côté de lui. Impunément. À vous, votre frère vous le dirait? C'est le même, comme il a déjà changé les serrures et autres là, s'il peut déménager, qu'il déménage. D'accord. Plus rien à faire avec elle. Maintenant, pour les enfants, on va trouver... Il ne faut même plus qu'ils restent dans cette maison. Les Occidentaux, parce qu'il est malade. Occidentalisés, c'est pas un peu extrémiste là? Non, les Occidentaux, justement, c'est chez vous, les Bantous, là-bas, qu'on dit non, c'est le mariage, il faut supporter, gna 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 gna, vous supportez tout et n'importe quoi. Michel, dans tous les cas... Qu'il trouve une femme qui sera une mère pour ses enfants et une femme qui pourra le compléter. Les femmes à qui vous brandissez l'argent ne seront là que pour votre argent. Ça, c'est une erreur. Alors, chacun, on a tous envie d'intervenir, mais je vous promets qu'on le fera tout à l'heure. Allons d'abord, madame, monsieur, vous rappeler que vous avez les pages 10-12, le Zénith, où vous pourrez réagir bien sûr à l'histoire du jour. Vous avez également la page Equinox TV. Merci de nous laisser vos réactions sur ces différentes pages, y compris le numéro qui s'affichera tout à l'heure au bas de l'écran. N'hésitez pas à envoyer de nouveaux commentaires, nous les lirons ici sur cette antenne. Tout de suite, madame, monsieur, que nous réserve la colère exprimée ce matin dans le cadre de 10-12, le Zénith? Charles Membachou à la réponse. Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique orchestrée tout autour du don du chef de l'État à l'endroit des Lions indomptables, finalistes de la Coupe du Monde 90 en Italie. Comment comprendre la nonchalance dans la gestion des affaires courantes de l'État? Une décision est prise, une annonce est faite, mais rien sur le terrain ne démontre l'empressement au vu des réalisations de ces décisions prises par le chef de l'État. Pourquoi le chef de l'État lui-même ne s'est-il jamais penché sur ce dossier des Lions depuis 30 ans? Devrait-on conclure que c'est le décès de Tato Stephen qui a mis le feu aux poudres afin d'accélérer le dit processus au vu de ce qui se disait désormais sur la toile? Les gens sont allés jusqu'à filmer le domicile. D'autres ont rendu compte de la vie misérable que menait Tato Stephen à la fin de sa vie. Devrait-on parler de dotation spéciale ou alors de réparation d'une injustice qui dure depuis 30 ans? Qu'est-ce qui puisse expliquer le fait que cette promesse n'ait pas été exécutée en son temps, à tel point qu'on parlait déjà d'un serpent de mer? Rappelons-nous de la promesse faite en 1996 par le chef de l'État concernant la construction d'un aéroport à Kribi, qui n'a jamais poussé de terre jusqu'à ce jour, 24 ans après. Rappelons-nous que le staff technique camerounais de cette Coupe du Monde, Michel Kam, Yonga, Manga, n'a reçu des primes de cette Coupe du Monde qu'il y a 2 ans, c'est-à-dire en 2018. De la même façon, Françoise Mbango a dû trimer des années pour obtenir sa voiture et sa villa des années après ses exploits. Que dit alors de la pauvre Sarah Etondé, qui a eu à remporter les marches, le marathon organisé sur le char des dieux, le Mont Cameroun? Et il a fallu des mobilisations, des colères et des colères pour qu'on lui offre une maison qui elle-même posait encore de nombreuses questions. Comment donc comprendre ces promesses non réalisées dans le domaine du sport par le chef de l'État? Comment comprendre la non-application du texte qui prévoyait l'octroi de ce don
au lieu indomptable de la QV 90 entre la Société immobilière du Cameroun et le ministère de tutelle, MINSEP. Comment comprendre que ce soit 30 ans après la Coupe du Monde 90 que les lions indomptables, fatigués, dépourvus de force et de dents, abandonnés pour les uns dans la misère totale et pour les autres dans la maladie, que l'État ait choisi d'être reconnaissant à ces valeureux soldats du ballon rond. Comment comprendre que ceux à l'origine du blocage du dit-donc du chef de l'État n'aient pas été punis, comme le prévoit la loi jusqu'à ce jour, parce que, dit-on, au lieu de 22 noms, on a plutôt ajouté 22 autres pour une liste totale de 44 noms. En effet, des officiels avaient voulu s'imposer dans la liste des bénéficiaires de cette générosité de l'État. Comment comprendre le fait, pour les lions indomptables de cette époque, proches du pouvoir, de ne pas faire mention au chef de l'État de la précarité dans laquelle vivaient les anciens coéquipiers? Parce qu'entre-temps, de nombreux lions indomptables ont été faits ambassadeurs, ont été faits conseillers spéciaux, ont été mis dans les petits cercles. Pourquoi n'ont-ils pas approché le chef de l'État en lui disant « nos collègues et nos confrères souffrent ». 30 ans après, plusieurs lions sont décédés sans jamais avoir vu cette promesse accomplie. Comment comprendre qu'aujourd'hui, qu'on soit passé d'une villa pour chaque joueur aux logements sociaux de type T4B? Comment comprendre toute cette polémique qui est née tout autour de cette affaire de don-là? Après les joueurs de l'époque du Mondial 90, c'est au tour des encadreurs techniques de réclamer leur logement. Michel Kaham, Jean-Manga Ongene et Jules-Frédéric Yonga, entraîneur adjoint du technicien russe Valérie Nepomniachtchi lors de la Coupe du Monde en Italie. Et ils ont écrit, dit-on, au chef de l'État pour lui demander aussi de tenir sa promesse faite il y a 30 ans. Comment comprendre qu'en plus des entraîneurs, on assiste à une revendication drastique de la part des journalistes de cette époque, en l'instant des Bois et Lamé Mikado, dont les vidéos circulent ces derniers temps, lui aussi réclame sa part dans cette affaire. Comment a-t-on pu faire une telle division entre les acteurs d'une victoire? Comment comprendre qu'en lieu et place des maisons sikhs au standing, on se retrouve à offrir à ces lions indomptables des logements sociaux qui sont allés jusqu'à provoquer la colère d'Albert Roger Mila? Comment comprendre cette sortie des bois des autres champions d'Afrique 2000 et 2002 et surtout les médailles d'or olympiques, le seul ayant été vu par le chef de l'État étant l'ambassadeur itinérant? Pourquoi ne pas parler ce jour, à travers cette polémique, d'une véritable politique sur le statut du footballeur international? Mieux, ne devrait-on pas organiser la gestion des primes liées aux performances et exploits de ces sportifs? La question, on se la pose, tandis que ceux qui sont coupables continuent de consommer fièrement les primes de ces joueurs et leurs exploits. Et vous êtes très énervé ce matin, cher Lamine Mathieu, sur cette question. On a eu effectivement à votre suite la sortie le week-end dernier d'Albert Roger Mila, qui est revenu lors d'un entretien, lors d'un débat radio sur une antenne à Yaoundé, qui fait bien sûr le tour de la toile aujourd'hui, qui a eu des propos assez déplacés vis-à-vis des Bois et Lamé Mikado, journaliste émérite, qui également a bercé notre enfance pour lui, que nous avions connu en tant que journaliste. Et nous croyons aujourd'hui que c'est de nature vraiment à être inacceptable quand même, parce que lorsqu'on est journaliste, et nous aussi nous avons le devoir et le droit de défendre bien évidemment nos confrères en disant que lorsqu'on a travaillé, il est de bon ton d'avoir une attitude saine vis-à-vis de ceci. On a entendu un Albert Roger Mila lui dire vous avez fait votre part et vraiment vous ne méritez rien. Vous êtes un petit malheureux. Vous êtes un petit malheureux. C'est des propos qui ne n'ont pas pour un ambassadeur itinérant quand même, pour un ancien joueur, pour une fierté, pour une légende comme Roger Mila. Nous croyons que c'est pas seulement Bois et Lamé Mikado qui étaient touchés, mais ce sont les journalistes dans leur globalité, dans leur entièreté, qui aujourd'hui semblent être choqués par la sortie bien sûr d'Albert Roger Mila. Mais on va revenir bien sûr sur le sujet avec vous, Jean Pochouniat, pour entendre votre point de vue quand même. Les joueurs qui demandent depuis 30 ans quand même que les villas que le chef de l'État lui avait promis leur soient données n'a pas été fait véritablement, parce qu'au départ on est parti sur la villa, ensuite des maisons modernes, finalement c'est des logements
sociaux. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que même l'État en question, est-ce que Paul Biya lui-même, lorsqu'il le fait, il est sérieux? Mais il est très sérieux. En donnant les logements sociaux aux anciens. Vous avez bien dit tout à l'heure que c'est une promesse. C'est une promesse du chef de l'État, non? Bien sûr, il a promis des villas. On dit souvent, la promesse n'engage que ceux qui la tiennent. Donc, ceux qui y croient. Donc, le chef de l'État avait fait une promesse. 30 ans après, la promesse, même si elle est ce qu'elle est, mais la promesse est en train d'être tenue. Il ne faudrait pas aussi que les lions de 90 en fassent un peu trop, parce que parmi tous ces lions, je ne pense pas que toute l'équipe, la cuvée de 90, tous ces joueurs vivent dans la rue. Il y en a parmi eux qui vivent décemment, qui ont su capitaliser leurs avoirs parce qu'ils étaient footballeurs professionnels. On a même certains qui étaient footballeurs amateurs. On connaît des footballeurs qui ont joué rien qu'au Cameroun, mais qui vivent décemment, qui ont pu bâtir leur logis. Donc il ne faudrait pas qu'on voie toujours les lions de 90 comme si c'était tout le nid de la misère du Cameroun. Donc chacun a eu à gérer son argent comme il a pu. Les lions de 90, il y en a parmi eux qui ont su faire bon usage de ce qu'ils ont gagné. Comme d'autres sont entrés, ils ont versé dans le gaspillage. Ça, il ne faut pas le nier. Il ne faut pas le nier. Donc, ne mettez pas toute la misère des lions de 90 sur le fait que... En marche ce matin et avec Charles Amel Battu ici, compris la grande famille, à la suite de la colère exprimée avec la revendication de la promesse faite en 1990 pour les anciens joueurs de la Coupe du Monde 90, effectivement. Promesse du chef de l'État qui était destinée à leur restituer des villas et par la suite on est passé à des logements sociaux aujourd'hui puisque le week-end, la semaine dernière, ils recevaient chacun des logements sociaux de la SIC, comme on le dit habituellement au Cameroun, le camp SIC, bien sûr au Cameroun, d'aucuns à Olembe et d'aucuns ici dans le littoral à Douala. Comment l'apprécier, comment l'analyser, quel regard vous y jetez vous aussi? Et avant la sortie, justement, nous nous posions la question de savoir pourquoi le chef de l'État fait des promesses à ces lions, ce qui n'est pas mauvais en fait, en réalité, mais comment fait-il des promesses à ces lions de 90 sans pour autant penser à toutes les disciplines sportives au Cameroun qui existent et pour toutes ces athlètes, pour tous ces athlètes en même temps qui très souvent ont ramené des médailles importantes au Cameroun? Est-ce que c'est pas de nature à frustrer bien sûr les Camerounais, les sportifs des différentes disciplines sportives? Karine Sonti, à votre point de vue sur la question ce matin. Alors, moi, j'aime pas les titres qu'on donne aux gens à titre posthume. J'aime pas les honorabilités qu'on donne aux gens à titre posthume. On vous a promis quelque chose, on vous donne la chose là 30 ans. Est-ce que ça a le même goût? Je ne sais pas. Mais ce que je sais quand même avec l'État du Cameroun, c'est qu'il y a tellement de promesses qui n'ont pas été tenues que celle-ci nous surprend. Elle nous surprend beaucoup. C'est pour ça qu'on en parle aussi pendant longtemps. Ça veut dire que la CAN qui devait se tenir au Cameroun en 2019 pourra attendre 30 ans pour avoir lieu ici, si on s'en tient aux dates, au respect des dates que le président de la République donne dans le cadre de ses promesses. Mais je m'intéresse encore plus aux revendications des autres joueurs, Sydney 2000, à la guerre qui se joue même encore entre ces mêmes joueurs-là. Vous voyez que Joseph-Antoine Bell et Jules Nyonga sont encore dans une guéguerre, genre non, d'abord, tu avais même d'abord été éloigné de l'équipe, exclu de l'équipe, ouais. Tu ne dois pas d'abord avoir ça et tout, tu n'as même pas joué, et ainsi de suite. Donc, il y a d'abord ce jeu-là qui se joue entre eux. Ça veut dire que déjà, entre eux-mêmes, il n'y a pas une certaine entente. Peut-être qu'il y a encore eu des clans qui sont créés entre-temps parce que vous connaissez nos équipes nationales avec les clans. Maintenant, je m'intéresse aussi à tous ces autres joueurs qui réclament des primes. Je ne sais pas si lorsque vous partez à une compétition, ça veut dire que vous devez forcément rentrer et avoir une prime, même si le chef d'État ne l'a pas donné. C'est vrai, hein? Allez tous. C'est vrai que tout le monde doit demander. Il faut que tout le monde demande. Il faut que les médecins qui sont au front, en train de se battre pour lutter contre le coronavirus, demandent aussi les primes. Parce que la plupart d'entre eux n'ont pas de toit. Il faut que les infirmières qui sont mortes pendant cette pandémie, parce qu'on parle beaucoup des médecins, on ne parle pas des infirmières, quand on réclame aussi leur propre prime,
pour cette pandémie dans laquelle ils sont en train de travailler et perdre leur vie. Et il faudra aussi que les militaires qui sont en plein front réclament aussi les primes. Parce qu'il ne faut pas qu'à un moment donné, ça devienne l'État où, comme on a donné à l'autre, il faut aussi qu'on nous donne. Et alors, non mais est-ce que c'est pas le chef de l'État lui-même qui fait problème ici? Moi je posais la question en off. Pourquoi est-ce qu'il divise les sportifs en promettant à certains et n'en donne pas aux autres? Les autres, on parle de Sydney. Sydney, c'est la Coupe du Monde. Non, là, attends, c'est la médaille olympique, non? Voilà. Et depuis là, comme on est encore arrivé à ce stade-là en termes de Coupe du Monde, est-ce que le Cameroun est encore arrivé au quart de finale à la Coupe du Monde depuis lors? Non. Vous voulez alors quelle prime? Non, mais écoutez. Non, Laissons-nous comprendre. Laissons-nous comprendre. Le chef de l'État fait des promesses. Je ne vais pas aller dans votre point de vue. Non, laissons-nous comprendre. C'est pas mon point de vue. J'essaie juste de restituer les faits. Le chef de l'État fait une promesse. Il fait une promesse au Lion de 90. Ça, tout le monde le sait. C'est bien. Voilà. Vous estimez aujourd'hui que s'il fait des promesses à ces Lions de 90 parce qu'ils ont brillamment porté l'image du Cameroun, il faudrait également qu'on pense aux militaires qui sont en train de mourir au front aujourd'hui. Il faudrait qu'on pense aux médecins qui ont donné leur vie, à la suite du Covid-19 et qu'on pense aux enseignants. Alors, est-ce que justement l'attitude du chef de l'État aujourd'hui n'est pas de nature à diviser et à créer le désordre justement au sein même du Cameroun? Parce que le sport, depuis qu'il existe au Cameroun, n'a pas apporté de développement. Le sport n'apporte pas de développement. On nous a dit qu'il y aura la CAN. Il n'y a pas eu de CAN. Les routes, elles sont où? Vous les avez vues à quel niveau? Le sport n'apporte rien. Ça détourne l'esprit. Aujourd'hui, on est en train de parler de ça. Il y a eu des inondations. Est-ce que les stades ont été inondés? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des annexes, les stades annexes au Cameroun, comme il se doit dans le monde entier? Je ne sais pas. Mais on est en train de parler des primes que le chef d'État avait promis en 1990 et qu'il l'a donné en 2020. Ok, certainement, certains parmi eux sont décédés, il y a des revendications. S'il faut revendiquer, je dis que tout le monde doit revendiquer. Tout le monde doit revendiquer. Il y a des enseignants qui sont sortis de l'école qui n'ont pas été intégrés, ça fait déjà 3 ans. Donc vous estimez que ce qu'on vous a donné, vous prenez ce qu'on vous donne et on se tait. C'est comme ça? Ok. S'ils ont pris, qu'ils se taisent. Maintenant, les autres revendiquent. Le problème, c'est que ceux qui ont pris ont aussi de la peine à voir que les autres revendiquent. C'est ça mon problème. C'est-à-dire que vous avez revendiqué des choses pendant longtemps, on vous a donné. Mais aujourd'hui, vous dites que, d'ailleurs, les autres qui revendiquent aussi les JTAP et autres, là, n'ont pas le droit de revendiquer. Ok, laissez-les revendiquer. Si on donne, on donne. Si on donne pas, on donne pas. Qu'ils ont été, quand on ait fait des promesses ou pas, il faut les laisser dans leurs revendications parce que eux aussi, ils ont joué avec les couleurs du Cameroun. Ils sont allés à Sydney. Certains ont remporté des Coupes d'Afrique. Pourquoi ne pas aussi revendiquer? Faut pas qu'on laisse croire, croire aux gens que le sport, c'est la seule discipline au Cameroun qui peut vous pousser à avoir ce que vous demandez. Le football, les enseignants, le football, les enseignants réclament des choses depuis jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a donné? Qu'est-ce qu'on a donné? Très bien. Mais comme vous êtes sportif, vous réclamez un peu et on vous donne 30 ans après. Maintenant, vous estimez que les autres ne doivent pas revendiquer. D'accord. C'est compris, Karine. Merci beaucoup pour votre point de vue ce matin. Et pour sortir de ce sujet qui fait parler presque tous les Camerounais et nous interpelle énormément sur les réalités auxquelles le Cameroun reste et est exposé. Ça va dans tous les sens, quand même. Ça va vraiment dans tous les sens et c'est assez compliqué. Cher Lamine Bachou, tout à l'heure dans la colère que vous exprimiez, vous avez évoqué des noms comme Sarah Tongué, vous avez évoqué des noms comme Sarah Tongué, je vous en prie. Tongué. Sarah et Tongué. Okay. Effectivement. Vous avez également donné certains noms des Camerounais. François Bango également. Il a fallu qu'il y ait tellement de tambours qu'on en arrive à leur donner ce qu'on pouvait leur donner. Pourquoi l'État du Cameroun ne sait pas justement honorer et rassurer et saluer même la bravoure de ses sportifs? Parce qu'on a choisi mettre tout à l'appréciation d'une seule personne, le chef de l'État. Personne ne peut prendre sur lui de décider. C'est au chef de l'État qu'il regarde. C'est lui le sauveur, le sauveteur de la République. Excusez-moi, je ne pense pas ici que ce soit une méprise, mais on a fait en sorte que ce soit le chef de l'État qui règle tout, qui décide tout, qui prend tout sur lui. La preuve, en cas de décider, c'est le chef de l'État. Même s'il existe une direction de la protection civile, c'est le chef de l'État. En cas de réussite, c'est le chef de l'État. C'est le premier Camerounais. Oui, on a tout reposé. Et le chef de l'État lui-même n'a pas refusé de dire, mais vraiment, vous me donnez tout comme ça, donnez à tel. Non, lui aussi, il a accepté.
Voilà là où on se trouve. On n'a jamais pensé, réfléchir sur la question du statut du footballeur international au Cameroun. Quel est le statut du footballeur au Cameroun? On n'a jamais réfléchi sur la question du statut du footballeur. Or, c'est le rôle du MINSEP de s'asseoir et de travailler sur la question. On n'a pas pensé organiser la gestion des primes liées aux diverses performances et exploits. S'il nous a rapporté combien en termes de milliards? La Coupe nous a rapporté combien en termes de milliards? La CAN nous a rapporté combien? Où cet argent est-il passé? Est-ce que cet argent est rentré dans une quelconque réalisation? Allez savoir. Ça rejoint peut-être la question de Karine Sonta tout à l'heure. Qu'est-ce que le sport véritablement nous ramène va rapporter au Cameroun? Alors, la question, c'est que ça finit dans les poches des amis, des petits copains. Ça se gère comme ça, là. C'est tout un fourre-tout. La preuve, même les petits championnats n'ont pas de stade. Regardez là où certaines équipes s'entraînent. Ils vont s'entraîner dans les aires de football, les stades de lycée. Mais c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de politique en termes au niveau du sport, premier point. L'autre point qu'il faut annoncer, dont il faudrait aborder quand même, qui est très intéressant, monsieur Michel Ngachou, c'est que lorsqu'on promet à quelqu'un, même au quartier, on dit la promesse est une dette. Je t'ai promis une villa. Donne-moi la villa. Okay. Ne viens pas me donner la cabane. Ne viens pas me donner la cabane. Non, mais on vous dit ce qu'on vous donne. Je ne suis pas tenu de dire merci. Non. Je veux ma villa, je ne veux pas la cabane que vous m'appelez. Je n'ai même pas demandé. Non, ce n'est pas moi qui ai demandé. Vous savez, le chef de l'État, c'était la première fois au vu, au su du monde entier, lui-même assis le 8 juin 1990, lorsque le Cameroun écrase l'Argentine de Diego Maradona. Donc, il est assis, il est présent. Une joie énorme. On dit à l'équipe. Donc, je donne une maison, je promets, une maison à l'équipe. L'équipe, c'est constitué, vous avez bien précisé, une équipe, c'est des groupes et des sous-groupes. Si on dit ici à l'équipe du Zénith, on donne 20 000 à l'équipe du Zénith, ce n'est pas vous, monsieur Michel Ngachou. Non. Ce n'est pas vous, il n'y a pas que ceux qu'on regarde sur le plateau. Oui. Il y a ceux qui travaillent dans le... Oui, c'est ça, c'est pas vous, monsieur Michel Ngachou. À défaut de ça, ce sera la guerre des longs couteaux. J'ai juste envie de rire. Oui. Ah, parce que vous avez peur de l'esprit camerounais. Non, vous savez pourquoi je ris. Jean-Paul Chouinard, d'attention. Les gars qui sont derrière là savent pourquoi je ris. Voyez jusqu'à quel point on est en train de diviser les acteurs. Aujourd'hui, lorsque vous essayez de fouiller la toile, frappez la toile, cherchez les anciens joueurs, les anciennes gloires des années la Coupe du Monde d'Italie. Regardez ce qu'ils sont devenus. Regardez leur maison. Regardez en termes d'investissement. Oui, vous allez apporter, vous allez me dire qu'ils ont suggéré leur carrière, comme a développé tout à l'heure Jean-Paul Chouinard. Mais il y a aussi des mesures d'accompagnement. On peut se rendre compte que vous ne parvenez pas à tenir. On décide de créer un fonds ou un quoi. Ils savent comment on peut créer quelque chose pour permettre à ces joueurs. C'est la raison pour laquelle mais mon problème, ce n'est pas mon problème, mais quand même l'un des problèmes que ça dégage aujourd'hui, Charlemagne. Pourquoi seulement les footballeurs alors qu'il y a d'autres disciplines sportives au Cameroun? Il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport majeur, voilà. Mais il y a un sport majeur, c'est le football. La preuve, combien de Camerounais ont veillé hier par rapport au match de Bayern, par le PSG? Vous les voyez dans les rues hier, ils se baladaient aux couleurs. Certains sont très en colère. Certains même ont failli avoir des AVC hier. Je dis que le football a pris. On a eu Sarah et Tongue. Vous avez vu comment cette femme a trimé pour qu'on puisse lui donner une maison. On lui a même donné une maison, il n'y avait pas d'électrification. Il n'y avait même pas d'eau. Elle a été accompagnée. À peine on a réceptionné, elle a dit que ouais, mettez au moins l'eau. Ouais, mettez au moins la lumière. Vous vous rendez compte, c'est quand même malheureux que nous arrivons à ceci, qu'il y a des gens, il y a des partenaires financiers. Vous vous rappelez, à une certaine époque, M. Michel Ngachou, pendant les grandes compétitions, il y avait des opérateurs économiques qui lançaient. À nous sommes la deuxième partie, on mène de Cameroun, telle entreprise dit un but marqué, 5 millions. Il y a même des hommes d'affaires, Fosso Victor, voilà. On avait fait des promesses également, on s'en souvient. Vous vous rappelez, effectivement. Au moins c'est des choses qui boostent, qui ont boosté. C'est vrai qu'il y a une entreprise qui à la fin n'avait pas donné, l'agence avait fait tout parmi les promesses. Je ne sais pas pourquoi ces lions ne reviennent pas sur ce sujet en disant que vous nous avez promis de l'argent, vous n'avez pas donné. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, il faudrait que l'élite Comprador, ces fonctionnaires Comprador qui, assis au ministère des Sports, s'asseyent sur les primes. Parce que beaucoup de ces gars misèrent parce que leurs primes sont détournées. Rappelez-vous de l'affaire Samuel Eto'o, des primes de Samuel Eto'o. Combien de ces personnes seulement pour qu'on vous fasse entrer dans l'équipe
que ce que vous dépensez en termes de francs, pour qu'on vous fasse appeler. C'est grave. C'est normal qu'aujourd'hui, ces gars triment parce qu'il y a des coachs invisibles, il y a des coachs tapis dans l'ombre, des sélectionneurs tapis dans l'ombre qui disent non, tu vas appeler tel, non, tu n'appelles pas tel, non, tu vas appeler tel. Et il y a l'encadrement, une équipe, c'est des journalistes, une équipe, vous avez vu, quand les Lions vont jouer, le team presse, il y a toute une équipe qui accompagne les journalistes. Alors, il faudrait qu'on pense aussi. Avant justement d'aller dans les messages, je voudrais rapidement, avec vous, hein, Jean-Paul Chouniat, vraiment pour finir, les propos d'Albert Roger Mila, la légende vivante, parce que l'ambassadeur itinérant, quoi qu'il en soit, il est ce qu'il est. Comment vous appréciez ces propos vis-à-vis de Eboy Lamemikado? Est-ce que ce n'est pas de nature justement à dénigrer le journaliste que vous et moi nous sommes? Parce qu'on a quand même une profession qui est honorable, qui est noble. Lorsque Roger Mila, puisqu'il est Roger Mila effectivement, a des propos comme ceux qu'il a tenus vis-à-vis de Eboy et Lamemikado, moi, Michel Ngachou, à mes petites années d'expérience, moi qui écoutais Eboy Lamemikado, j'étais très jeune, je crois, à la classe du cours élémentaire, première année, jusqu'aujourd'hui. Je l'écoute encore quand j'ai le temps d'arriver sur Yaoundé. Mais est-ce que ce n'est pas une nature à insulter la presse, à insulter les professionnels que nous sommes? Non, moi personnellement, je ne me sens pas insulté parce que je n'irai pas revendiquer quelque chose auquel je n'ai pas droit. Donc je ne me sens pas insulté, même si je condamne. Même si les propos d'Albert Roger Mila sont condamnables, mais je ne me sens pas insulté. Parce qu'il faut aussi, ce qu'on ne dit pas souvent, beaucoup de nos journalistes, il y a des journalistes qui sont spécialisés, journalistes des Lions Indomptables, on sait ce qui se passe. Le Cameroun est l'un des pays où, pour interviewer un lion, vous avez beaucoup de peine. Parce que le lion, le footballeur pense toujours, il vous voit toujours en termes de mendiant. Il faudrait aussi que les journalistes aient une certaine hauteur. Moi, j'ai eu à couvrir la Coupe du Monde 2014, la CAN 2015. Quand je voyais un joueur, je le regardais aussi comme, bien que j'avais mon micro. Oui, je ne m'infantilise pas devant lui, à la limite même, vouloir même se prosterner en lui disant bonjour. Mais il y en a qui, pour beaucoup, c'est un honneur qui le font et demandent même une paire de godasses, qu'il n'y a pas un maillot. Vous voyez donc, tout ça là. Si vous voulez donc être une presse honorable, vous devez éviter d'arriver à de tels comportements. Donc je vous le dis, j'ai eu à côtoyer beaucoup de lions, mais on discutait juste par rapport au match, mais j'ai jamais dit j'ai besoin de ceci, est-ce que tu peux me... Donc il y a des journalistes qui le font. Donc avec ce genre d'attitude, vous ne pouvez pas mériter du respect. Donc, pour revenir sur les propos de Roger Mila, ce n'est pas les premiers propos qui tiennent. C'est notre Roger Mila national. Il est comme ça, il faut le prendre ainsi. Et surtout dire que la revendication, s'il vous plaît, j'ai bien dit, les propos de Roger Mila sont condamnables. Je l'ai dit en début. Et en même temps, je dis à l'ambassadeur itinérant que faire une revendication, la revendication ne s'adresse pas à Albert Roger Mila. Ce n'est pas lui le père de la revendication. Eboy Lamemikado a fait sa revendication à qui de droit, à savoir à Paul Biya, qui s'est engagé à donner aux autres. Donc, Mila n'a pas à répondre à Eboy Lamemikado parce que Eboy Lamemikado ne s'est pas adressé à Roger Mila. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis. Mais je dis simplement que quand vous avez parlé de Team Press Officer, quand les journalistes accompagnent leur équipe nationale, c'est d'abord leur fief. Ils font partie de l'équipe. Voilà. Non, justement parce que ne faites pas l'amalgame. Non, Jean-Paul Chouniat, je vous relance. Vous avez dit tout à l'heure, il y a le Team Press Officer. Jean-Paul Chouniat, je vous relance. Oui. Vous parlez de Team Press Officer. Oui. Est-ce qu'il y va seul? Mais à cette époque, le Cameroun n'avait pas encore de Team Press Officer. Eboy Lamemikado qui appartient à la télévision nationale. Est-ce qu'il allait par lui-même? Est-ce qu'il est lui-même? Il y a eu une mission. Sa maison où il travaillait ne l'a pas envoyé en mission sans lui donner de quoi survivre, sans lui donner les frais de mission. Les joueurs qui sont allés à la Coupe du Monde n'étaient pas aussi en mission pour l'image du Cameroun? Mais maintenant, vous voulez vous substituer aux footballeurs? Non, c'est pas qu'il y a que... Non, il ne faut pas faire la malgamme. Les propos d'Albert Roger Mila sont des propos qui n'honorent pas le journaliste. Je n'en disconviens pas. Et les journalistes aujourd'hui... Non, on a très bien suivi Jean-Paul Chouniat. Le journaliste aujourd'hui, il faut le rappeler, si on n'avait pas tous ces journalistes là-bas, on n'aurait pas eu le compte rendu justement de cette Coupe du Monde 90 au niveau du Cameroun. Oui. On n'en serait peut-être pas grande chose. Donc, si vous parlez d'équipe
et qu'il faut récompenser l'équipe, y compris les journalistes, parce que lui, Mikado faisait partie bien sûr des journalistes accrédités pour cette compétition par l'État du Cameroun. Je vous pose une question toute simple. Est-ce que quand l'équipe nationale va en compétition, les journalistes qui accompagnent cette équipe, qui forment, comme vous le dites, forment l'équipe nationale, sont-ils logés dans le même hôtel? Pas du tout. Pourquoi ils ne sont pas logés dans le même hôtel? Non, pourquoi? Répondez à ma question. Non, mais écoutez, je vous donne une piste de réponse. Ils ne sont pas logés dans le même hôtel. Oui. Nous sommes là pour une mission commune. Mais chacun a une tâche à faire. Vous êtes justement journaliste, vous vous mettez entre journalistes et vous pensez justement la stratégie, la communication pour mieux séduire et mieux vendre la compétition et mieux vendre les joueurs qui sont en train de travailler. Premièrement. Deuxièmement, vous avez les joueurs. Les joueurs, vous mettez dans votre hôtel et vous pensez justement vos différentes stratégies. Les médecins, aussi, au fur et à mesure, quand il y a besoin, vous sollicitent et vous faites ce que vous avez à faire. Simplement. Alors, Michel, je vous ai posé une question, vous ne m'avez pas répondu. Mais j'ai répondu, Jean-Paul Chouinat. Non, vous ne m'avez pas répondu. Pourquoi les Lions, l'équipe qui va en compétition n'est pas dans le même hôtel puisqu'ils partent tous pour le Cameroun? Les autres sont en stage bloqué. On ne va pas mélanger ceux qui vont aller faire. Même ces joueurs, même ces journalistes qui vont en stage bloqué, ils ne font pas n'importe quoi. Chacun a son statut footballeur. L'équipe se définit avec 23 joueurs et les encadreurs techniques, médicaux et tout. Voilà ce qu'est une équipe. On a associé les team managers, les team press officers. Vous êtes en train de faire une analyse avec le regard de 2020. À cette époque, c'était des team managers. Que vous le vouliez ou non, c'était des team managers qui accompagnaient. On a oublié une autre polémique qui est en train de naître. On a oublié les entraîneurs, n'oubliez pas. Une autre polémique qui est en train de naître. C'est au sujet, M. Michel Ngachou, des ayants droit des fins footballeurs. On exige désormais qu'il présente la grosse du tribunal, M. Michel Ngachou. Oui, la grosse du tribunal désignant l'héritier. Vous savez là où ça va nous amener, l'administrateur, là où ça va nous amener pour beaucoup. On est déjà en train de rentrer dans une polémique parce qu'on dit, et ça a été entendu, que lui, Paul Fédé, n'avait plus d'une femme. On ne sait pas laquelle de sa femme serait. Voyez-vous jusqu'à quel point on va de rentrer encore dans une polémique? Non, ce n'est pas une polémique. C'est une polémique parce qu'ils ont dit que pour Tato Stephen, ils connaissent déjà parce que la famille a présenté. Est-ce qu'ils ont eu besoin d'une grosse? L'État veut simplement être prudent. Si vous aviez deux, trois femmes avec peut-être 15 enfants, il faut bien qu'on désigne, qu'on sache qui est le successeur ou alors qui est ça, c'est ouvrir encore une brèche à des polémiques inutiles. Vous voulez donner la maison, la maison. En tout cas, vraiment, on va dire c'est un sujet qui n'arrête pas de faire parler. Ben, nous, on va quitter dessus tout de suite et on ira justement savoir ce que les internautes pensent également, parce que vous êtes assez nombreux quand même, laissez des commentaires à la fois sur les différents sujets qui ont été évoqués ici ce matin. On vous le dit tout de suite avec Karine Sontia. Makongo Scotty qui dit que Eboaela Mikado doit aller demander sa prime à la CIATV car il avait un ordre de mission fait et signé par la CIATV et son directeur de l'époque était Gervais Mendozi. Dieu sait combien on leur donnait. Le côté égoïste teinté de jalousie, ce que l'on me donne n'a de valeur que si on n'en donne pas aux autres. C'est une promesse qui était faite suite au quart de finale de ces Lions au mondial italien de 1990 aux qualifications qui a permis à l'Afrique d'avoir aujourd'hui la 5e place à la Coupe du Monde. Sydney, les meilleurs olympiques, Hugues Manier, voilà. Un message ce matin. Waouh! Avec la complicité des journalistes et médias qui utilisent des expressions telles que don de chef de l'État financé avec l'argent du contribuable. Il fait la promesse, cela devrait passer aussi à l'Assemblée nationale pour justifier l'utilisation de l'argent du contribuable. Georges Weah payait de sa poche les frais de fonctionnement de sa sélection. Il a même assuré le salaire du personnel de l'ambassade du Libéria à Paris. Leçon de patriotisme aux vieilles gloires professionnelles du Cameroun. Jean-Bernard Tetmen-Gongam. Paul Biya a promis les villas comme un homme qui veut déjà... Waouh, vraiment. Politisation du sport. Quand tu nous tiens, on a politisé tout simplement le sport. Voilà. Vous avez... Oui. On va lire d'autres messages. Moi, j'avais
un message. Il faudrait bien une fois pour toutes définir le terme occidentalisé. Est-ce quelqu'un qui singe les occidentaux ou quelqu'un qui a embrassé la culture occidentale, car toutes les civilisations ont des valeurs défendables. Jean-Bernard Tetman. Alors, tout compte fait, la prime uniquement aux footballeurs amateurs de l'époque serait une bonne idée. Le reste pourrait servir à l'équipe une maternité, à équiper une maternité. Roger, mon voisin avec Ayassa a les toilettes traditionnelles qui étaient déjà pleines avec inondation. Ça, c'est par rapport à l'introduction ce matin. Il y a des hommes aussi qui mettent le matériel en avant par rapport à l'histoire du jour et après se plaignent. Ce genre d'hommes n'attire que des croqueuses de diamants et matérialistes. Alors, les logements sociaux là ont été désinfectés, j'espère. C'est là-bas qu'on a hébergé les benguistes au début de la pandémie. Jean-Louis Néman. Alors, 5 ans de toqué porte, c'est la sorcellerie. Tu consignes l'enfant détruit pendant 5 ans. Pourquoi d'abord? Même si c'est moi, je cherche et me cherche ailleurs. C'est Yann Gongan qui écrit ce matin. Chez nous, les Bantous, on commence par le toqué porte, puis la dot et le mariage civil suit pour la fin. Le toqué porte, très important. Dallas Brice Roland. Le toqué porte. C'est quand on dit qu'on vient toquer à la porte, c'est faire connaissance. Simplement. Et lorsqu'on vient faire connaissance, en toute amitié, on vient avec une bouteille, histoire de partager. Ça peut être le vin blanc. C'était le vin blanc à l'époque. Même si après la relation c'était le vin blanc, oui. Même si la relation n'aboutit pas, ce n'est qu'une connaissance. On garde l'amitié. C'était le vin blanc à l'époque. On venait avec des jerrycans. Les jerrycans en plastique sont reconnus, les jerrycans de Cassio, de Liria, les damjan, les damjan de Cassio à l'époque. C'est avec ça qu'on venait avec du caoutchouc pour dire le damjan. Bon, c'est occidentalisé. Bon, avec, je n'ai pas envie de dire, lorsque les Blancs sont arrivés, on a obligé absolument le room de plantation. Ce n'est pas une publicité, je dis pour restituer. S'il n'y a pas ça, jusqu'aujourd'hui, dans beaucoup de familles, vous devez venir avec cela. C'était un vin de grandeur. Les colons, c'était ce que les colons buvaient. Les chefs de famille voulaient aussi consommer et dire, nous qui arrivons, je suis chef de famille. On est occidentalisé depuis Je suis chef de famille, voici la maman, voici tel, voici tel. On se présente, je suis l'oncle, on s'en va, on prend la liste, parce que le toqué porte, c'était prendre la liste. Qu'est-ce que cela va nous coûter de venir prendre cette fleur qu'on a vue chez vous? On sort dans la liste, on rentre, on étudie la liste. Si la liste est abordable, on revient. Si ce n'est pas abordable, on continue la route, on ne revient plus. Simplement. Puisque lorsqu'on est d'accord, on programme la date, on vous dit, nous allons venir vous voir tel jour, telle date. Alors on va poursuivre justement Carisonti avec les messages. Ça c'est une blagueuse, elle va confirmer le code. Le mariage n'est pas un jeu, cette fille va regretter. Et les gens ne savent pas. Abou, c'est la boue, il y a dans ta tête. Tu as déjà pris la bonne décision et demande encore quel conseil. Oscar Lamar. De toutes les façons, ce couple est parti sur une fausse note déséquilibrée sur un score de 2-0. En plus, la famille de l'homme n'accepte pas la femme, donc elle n'a pas de grande motivation. Tatiana Clara. De toute façon, aucune promesse n'a jamais été tenue et quel que soit là où on pose les yeux, c'est la triste réalité du Cameroun. Et oui, eux sont bien. Le peuple n'a qu'à se débrouiller. Marie-Christine Matip. Tant que nous présenterons argent du contribuable comme étant le don du président en exercice, c'est une erreur. Argent du trésor public n'est pas argent du président. Abou qui derrière l'affaire là, c'est une sorcière. Tu as eu la chance qu'elle t'a laissé vivant car elle pouvait te tuer. Yves le grand Joya. Elle a déjà, mais écoutez, même la maladie qu'il a, je n'ai pas juste voulu le dire, même la maladie qu'il a, c'est la femme qui lui a donné. Une femme qui trompe son mari pas une, pas deux fois, elle revient entretenir des rapports avec lui, le rend malade d'office. Ça, c'est prouvé et démontré. C'est elle qui a rendu malade son mari, Donc, je crois qu'il devrait appliquer les principes qui voudraient qu'il se ne légitimez pas justement que tous les hommes qui sont là dehors, qui sont malades, forcément, vous leur donnerez l'impression de commencer à douter de leur vie à la maison. Très malade. On dit même chez les Bantous que quand l'homme est malade, la femme, si elle a trompé, elle ne doit même pas dormir, même le voir, oui. Voilà. Bon, je n'ai pas voulu aller jusqu'à ce niveau. Je voudrais quand même ce matin, on est passé bien sûr à la revue des réseaux sociaux, saluer les nombreux Camerounais, vous avez des millions tous les jours à nous écrire, parce que même après l'émission, parfois on vous lit et nous vous lisons, nous prenons très au sérieux justement vos nombreuses remarques, vos nombreuses réactions. Mais il y a quelqu'un qui va nous dire là quand même, avec le commentaire de Karim, que l'institution au sommet de l'État est un glissement.
Mais non, il faut être sérieux quand même quand vous faites des commentaires. Merci. Il y avait eu glissement dedans. Ouais, que non, c'est un glissement. C'était pas lui qui était censé gérer les choses. Mais c'est pas grave. Allez, madame, messieurs, la revue des réseaux sociaux, c'est tout de suite et maintenant avec Karine Santia. Oui, on s'intéresse d'abord à Sanchou parce que les inondations, la pluie de vendredi n'a pas eu des conséquences que dans la ville de Douala, à la sortie notamment à l'entrée de la Menois à Sanchou, l'entrée même, il y a eu un espace de la chaussée qui s'est complètement affaissé et suite à cela, le gouverneur de la région de l'Ouest a produit un communiqué dans lequel il a invité les gros porteurs à plutôt emprunter la route par Kekem au lieu de passer par là, notamment craignant que la route ne s'affaisse davantage et qu'elle ne divise en deux les deux côtés. Alors notamment au départ sur la toile, les gens ont cru à un fake, mais il a fallu un reportage pour prouver notamment que évidemment cette route là, elle est en passe à se détruire complètement. Les plantations de riz de ce côté-là ont été touchées par ces inondations aussi. Voilà, les images sont justement celles que nous avons ce matin sur cette page et on a vu un certain nombre de réactions sur la toile, des images également qui allaient dans ce sens-là. Jean-Paul Chouniat, est-ce qu'on va dire que l'entrepreneur, c'est-à-dire que l'ingénieur du Cameroun, le ministre des Travaux publics, a fort à faire à ce niveau aujourd'hui? Forcément, il ne peut pas rester les bras croisés. Il ne peut pas rester les bras croisés. Mais il faut indiquer que cette partie où la route s'est affaissée, c'est pratiquement, nous sommes dans la plaine d'Embo, Sanchou, où il y a une forte culture de riz. Et il faut déjà comprendre que même quand il ne pleut pas énormément, c'est un espace qui regorge beaucoup d'eau, qui retient d'ailleurs beaucoup d'eau. On se demande pourquoi on n'avait pas construit un barrage de retenue là-bas. Donc du coup, quand les eaux montent, l'eau remplit dans la plaine, voyez-vous, l'évacuation pose un sérieux problème et ça érode la terre. Peut-être qu'il faut remettre en question la construction de cette route. Est-ce qu'on avait vraiment pensé qu'à un moment donné, on avait pensé à la pluviométrie dans cette zone qui peut être, en fonction de la tombée des précipitations, peut porter atteinte à cet ouvrage-là. Donc, interdit que les gros porteurs y passent, moi je dis c'est bien vu, simplement parce que vous voyez déjà, même quand on a une chaussée où il n'y a pas de pont, les gros porteurs exercent une forte pression sur la chaussée. Et donc, du coup, avec l'état de cet endroit, le bas est pratiquement déjà fissuré, on n'a plus que terre là-bas. Donc, forcément, avec un gros porteur, plusieurs gros porteurs qui vont passer dessus, ça va exercer la pression et on peut avoir une rupture brutale de cette partie de la route, de ce pont. Et puis, la route va être donc divisée en deux. Donc, en recommandant que les camionneurs aillent passer par Kekem, on peut dire que c'est la solution qui peut faire le moins mal. Parce qu'on se rappelle qu'il y a quelques temps, toujours, je crois, quelque part dans le Roncam, on a eu une partie de la chaussée qui s'était toujours affaissée au niveau d'un pont. Donc, la solution, peut-être, c'est une mesure conservatoire en attendant qu'on voie ce qu'on peut faire de concret que d'avoir cette chaussée entièrement coupée où les petites voitures, même si c'est déjà dangereux, les petites voitures peuvent y passer. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que les routes du Cameroun sont mal faites? Vous savez, la rupture d'une route n'est pas forcément parce qu'elle est mal faite. Il y a des éléments de la nature. Je vous ai parlé du cas de la pluviométrie qui peut exercer une forte pression sur la construction qui peut à tout moment lâcher. Donc, et puis vous savez que construire une route, ça prend beaucoup d'argent. Dire que les routes du Cameroun sont peut-être mal faites, peut-être à certains endroits, mais ces dernières années, on a vu de plus en plus des entrepreneurs ou alors des entreprises adjudicataires, des marchés routiers exécuter de très mauvais travaux. Très bien. Dominique Audrey, vous avez également vu, vous avez d'ailleurs eu les réactions des internautes sur la toile et même d'un journaliste qui s'est un peu substitué en activiste sur le coup, simplement dénoncer ce qui se passe à ce niveau. Est-ce que ça va permettre justement
Ça donne une bonne image justement au Cameroun de l'extérieur, les routes du Cameroun. Est-ce que ça n'a pas des conséquences également sur, on va même dire, le tourisme camerounais? Oui, également pour les personnes qui regardent à l'étranger et qui pourraient développer une certaine envie de venir ici, ça peut être un frein. Ça peut être un frein dans la mesure où on se dit, nous on voulait aller, je ne sais pas s'il y a un site touristique de ce côté-là à Sanchou, un endroit à visiter, on aurait pu vouloir y aller là-bas. Et maintenant, le fait de savoir que les routes se fendent là-bas en deux, si jamais c'est quand notre voiture est dessus que ça se fend, c'est des facteurs dissuasifs. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. À côté de ça, moi je trouve que les routes sont mal faites. Peut-être pas au niveau de la route même, mais maintenant, lorsqu'on entreprend de mettre sur pied une route, on fait l'étude juste à côté. Et visiblement, il y avait un truc en dessous. Oui, une buse. Une buse. Comment donc se fait-il qu'on n'ait pas pensé à aller les travaux qu'on fait généralement les études de faisabilité ou alors les études d'avant-projet? Oui. Pourquoi on n'est pas reparti après avoir mis les buses un certain temps pour les changer, par exemple? Parce que les buses ont lâché. Ce n'est pas la première fois qu'une route se... Ça nous rappelle d'ailleurs la catastrophe de Mayaï. Souvenons-nous la catastrophe. Quand je regarde les buses là, visiblement, ils sont en béton. Oui. Visiblement, ils sont en béton, contrairement aux bus de Magnaï où c'était une sorte de tôle. Donc, avec des bus en béton, ce qui est sûr est que quel que soit l'ouvrage qu'on fera là-bas, tout repose d'abord sur la terre. Mais c'est pour ça qu'il y a tout ouvrage repose sur la terre. Même si vous faites une fondation de 10 mètres, elle repose d'abord sur la terre. Oui. Donc, et la terre qui peut à tout moment subir... C'est pour ça qu'il y a des travaux d'entretien. On doit revenir sur le terrain, puisqu'on doit faire une étude parfaite. La carte du Cameroun stipule, et vous avez mentionné qu'il y a des endroits, Sanchou retient de l'eau. On doit savoir que là où il y a de l'eau, on est susceptible d'avoir ce genre de choses. Si on avait quelqu'un qui était mort, qu'est-ce qu'on aurait fait? Peut-être que vous envisagez qu'on fasse donc une sorte de viaduc là-bas partant de Carrefour Mélon jusqu'à Centre peut-être. Merci beaucoup. Charles Ahmed, comment vous appréciez justement cette réalité, cette rôle? Alors, monsieur Michel Ngatiou, je veux dire que cet état, ce qu'on a vécu, présente encore au état les insuffisances du gouvernement. Patrice Samba Sala, lorsqu'il était ministre des Travaux publics, avait acheté un déflectographe. Un déflectographe, c'est un camion. C'est un camion, si vous rappelez ça camion pour que les gens comprennent bien, c'est une sorte de machine. Un camion doté d'une machine dont le rôle est de flasher le sol et de vérifier la déflexion, d'analyser le sol. Si véritablement cet appareil qui chôme au ministère des Travaux publics servait à quelque chose, je peux vous rassurer qu'on aurait fait des descentes sur le terrain pour essayer de mesurer la déflexion du goudron sur tous les axes. Rappelons-nous qu'après Magnaï, puisque vous avez fait allusion à Magnaï, il était prévu qu'on change 460 dallos sur les axes routiers, 460. Mais je n'ai vu la concentration pour le moment que sur l'axe Douala, Yaoundé. Je n'ai pas encore vu ça sur d'autres routes. Non, il y a l'axe Yaoundé-Bafoussam. Actuellement, ils sont presque au niveau de Tonga, ils ont presque dépassé. D'accord. Il faudrait bien qu'ils viennent de ce côté aussi. Ça devait être ouvert, ça ne devait pas la même entreprise qui gagne. On devrait le faire de manière généralisée. Il ne faut pas que ce soit une entreprise qui finit ici, qui va là-bas, qui finit là. Non, on a besoin. Le pont de Basse, puisque vous parlez de lui au niveau pour aller Banja, lorsque vous arrivez à ce niveau, le pont qui avait été aménagé, le ministre avait fait descendre, on avait enlevé les serpents et tout ça avait affaissement. Repartez là-bas, vous ne pouvez pas circuler. Vous ne pouvez pas quitter Bafang pour aller passer ne serait-ce que par Batié. Et encore même qu'au niveau de Batié, il y aura un affaissement parce que derrière la gendarmerie, la route dans cette zone est littéralement affaissée. Littéralement affaissée. C'est même dangereux pour les gros porteurs. C'est même dangereux pour les gros porteurs. Donc il faut dire que c'est pratiquement la République qui mériterait d'avoir une attention. Dans un pays sérieux, un ministère comme le ministère des Travaux publics a au moins 5 à 6 déflectographes qui sillonnent pour vérifier les déflexions, les aménagements. Mais au Cameroun, on aime bien le dire que le Cameroun a pas mal à faire, il y a du travail dans ce pays, mais on n'explique pas comment est-ce que le travail lui-même est hypothéqué par les propres Camerounais, même qui ne veulent pas libérer le travail. Karine Sontia, deuxième sujet.
Deuxième sujet, on s'intéresse aussi encore, oui, à ces pluies-là et aux conséquences qu'elles ont eues dans la région du littoral. On a eu des fermiers qui crient aux abois, plus de 3000 poulets qui ont été décimés par ces pluies-là lors des inondations. Dans les images que vous allez voir, vous allez certainement remarquer que c'était là des poulets qui avaient sensiblement 7 jours, selon nos informations, qui ont été décimés complètement. On a bien, voilà, on les a une image. 7 jours seulement de vie. Non. 7 jours, on est encore tout petit comme ça. Là, on est sensiblement à 25-30 jours. Oui, ils sont un peu plus grands. En tout cas, peu importe l'âge des poulets, peu importe l'âge de ces poussins. Les responsables de ces agriculteurs ont besoin d'un accompagnement psychologique. Oui. Parce que des personnes avec un Seulement tel psychologique? Oui, d'abord, avec un tel investissement, on est au bord du suicide. On est au bord de la prison en même temps parce qu'on fait des investissements énormes. Le poussin coûte 300 francs l'unité. À côté de ça, il y a les sacs de nourriture qui avoisinent les 20 000 francs le sac. Pour un certain nombre de poussins, il faut les sacs de copeaux, il faut les vitamines, il faut le chauffage. L'appareil de chauffage coûte énormément cher parce qu'il faut pour la plupart les importer ici, pour ceux qui n'ont pas des fours pour faire des charbons et tout. Donc ces personnes, on doit les accompagner. Et comme je disais à l'entame, si le gouvernement, dans une certaine mesure, peut voir comment on peut leur donner un peu d'argent, juste un peu pour pouvoir ne serait-ce que se relancer, ce serait une très bonne chose. Très bien. C'est dans les pareilles situations qu'on confirme que le poulet de ferme est vraiment le poulet de ferme. Ah ouais. Parce que les poulets du village, je ne sais pas où ils se sont. Ils vont rester dans les arbres. Alors, on le sait également avec les inondations qu'on a eues, Charlamagne. Tout à l'heure, on faisait mention de l'arrivée dans la ville, sauf s'il est déjà parmi nous, le ministre Paul Atangandji de l'administration territoriale, mais qui est également patron de la protection civile au Cameroun. Est-ce qu'il n'y a pas lieu en matière de catastrophe de venir en aide à ces jeunes Camerounais qui ont perdu autant de poules dans leur poulailler? Rappelez-vous, lors du sinistre qu'avait connu le marché Congo, le même ministre était arrivé, il avait demandé, et même le marché de Mopi, il avait demandé qu'on constitue une liste. On fasse l'inventaire des commerçants, ce que les gens ont fait. Après, là, on a demandé est-ce qu'ils payent même les impôts. Chacun commençait à reculer quand on dit est-ce qu'ils payent. Vous savez, c'est des mesures cosmétiques qu'ils vont prendre. C'est des mesures cosmétiques. On sait qu'on va coincer. Je vous prends une simple question. Quelqu'un qui a une ferme, quelle est l'assurance qui va accepter assurer votre ferme? C'est possible dans vos plantations? C'est possible d'assurer une plantation au Cameroun ou d'assurer une ferme au Cameroun? C'est pas possible d'assurer. Il y a des secteurs qui méritent que les assurances. Je crois que c'est là où la protection civile devrait intervenir en disant aujourd'hui vraiment assurer, voir ce qu'on réussit à assurer les fermes. Quelqu'un qui a perdu comme cela, mais c'est un AVC qui le guette. Oui. Dans une cycle, vous avez vu. Rappelez-vous les tomates. Oui, comment Dominique a essayé d'élaborer. On vous dit 20 000 par-ci, le chauffage, les copeaux. Mais j'ai dit, vous avez, et beaucoup de personnes, pour se lancer, font des prêts dans les tontines, les réunions, les banques pour les microfinances, pour pouvoir se lancer. Vous avez des gens, mais c'est quand même grave. Moi, je pense à ce monsieur. D'abord que c'est une activité à risque en elle-même. Oui, l'élevage, d'abord une activité à risque, encore que ce soit un élément naturel qui vienne détruire votre activité. C'est comme les Camerounais qui se sont suicidés à Yaoundé par rapport à la tomate. Oui, on en a parlé ici. Là même encore, c'est des moindres. Vous avez des gens qui ont fait venir, comment vous appelez ça, dans la zone de sable, ils ont fait venir des appareils par ce qu'on appelle la brocante, des appareils téléviseurs et tout. Tout est littéralement grillé. Grillé. On a porté, on a fait sortir. Vous voyez, c'est l'économie qui est au sol. Imaginez-vous, les gens n'ont pas pu travailler au port. Les gens n'ont pas pu rentrer. Il faut qu'on réfléchisse. Même le Premier ministre, en venant inaugurer, rappelez-vous, la cimenterie qui est au port, lui-même avait les pieds dans l'eau. Il a promis, lorsqu'il partait de là, qu'on devait faire tout et tout. L'ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre. On devait faire tout et tout pour résorber ce problème. Le problème des inondations, quelqu'un a dit ce matin que c'est scientifique. On a expliqué ça de manière scientifique. Mais au fond, il y a des possibilités. On n'est pas le seul pays. Mais Michel, n'oublions pas. Ce qu'on a vécu, les inondations qu'on a vécues, si gigantesques étaient telles, je pense que ça ne peut pas se limiter uniquement à ce que nos drains devaient contenir. Là, on a eu l'impression véritablement que les eaux de Vouri
rentrait, même l'eau de mer rentrait sur la terre ferme. Parce que quand on regarde au niveau où l'eau est montée, c'est soit dans les parties supérieures, par exemple le fleuve Nkam, dans la zone du Nkam, qui est un affluent du Vouri, il doit y avoir eu aussi de fortes précipitations là-bas, au point où les eaux que nous avions ici ne pouvaient pas rentrer dans le Vouri. Et du coup, l'eau qui rentrait sur le fleuve remontait plutôt. Moi, je pense que sur la terre ferme. Parce qu'on ne peut pas expliquer ce type d'inondation. Mais surtout, il faut dire que la mangrove dans le littoral est quasiment détruite aujourd'hui. C'est assez compliqué. Les populations, l'urbanisation posent encore un sérieux problème. Les drains dont nous avions longuement évoqué le cas la semaine dernière, mal fait, on a des drains de moins d'un mètre quand même. Oui, mais Michel, je ne dis pas que... Les drains devaient au moins avoir 3-4 mètres de profondeur. Michel. Mais quand on a des drains qui ont 1 mètre, moins d'un mètre... Plus on avance, plus la profondeur du les pluies que nous avons eues, les inondations de vendredi, c'était... Même les drains eux-mêmes étaient noyés. Même si on faisait les drains de 3 mètres, je ne pense pas que les inondations de vendredi, les drains pouvaient continuer. Merci, je vous en prie. On va rapidement aller voir Consti Lamine qui nous attend depuis un petit moment quand même sur le plateau B ce matin. Consti Lamine, bonjour. Est-ce que Consti Lamine avec nous déjà avant de... Ça y est, je suis grand, je m'en vais à l'école. Sans ma maman, mais qu'est-ce qu'on rigole. Je vais apprendre à lire et à écrire. Je vais comprendre, rire et bien grandir. Allez, Consti Lamine, bonjour. Alors bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les parents, bonjour à tous les enfants qui nous regardent ce matin à travers l'émission 10-12 le Zénith. Et nous parlons à présent d'une nouvelle école primaire et maternelle bilingue située à Niala Carrefour Tekam. Présentez-nous cette nouvelle école, Consti Lamine. Alors chers parents, l'éducation de vos enfants est délicate, c'est délicat, elle est importante cette éducation que vous offrez à vos enfants. Et pour avoir une éducation de qualité, un enseignement de qualité dès la base, il est question pour cette année scolaire 2020-2021 de choisir une nouvelle école. Oui, je sais qu'elle est nouvelle, mais elle a pris du temps pour être construite. Ça fait plusieurs années que les promoteurs de cette école, qui sont d'ailleurs des professionnels de l'éducation et de l'enseignement, ont bâti ce projet. Et aujourd'hui, on peut désormais présenter cette école à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. C'est bel et bien la Central Bilingual School, qui est une école primaire maternelle entièrement bilingue, située bien sûr en plein cœur de Douala, au quartier Niala, c'est du côté du carrefour Tekam. Alors, la Central Bilingual School est donc cette école primaire et maternelle qui va donc ouvrir ses portes pour l'année scolaire 2020-2021. La Central Bilingual School, c'est bien entendu la maternelle pour les tout-petits et bien sûr le côté primaire. Et quand on parle bien sûr de la Central Bilingual School, on voit directement 3 sections de cours. Une section francophone pour ceux qui veulent faire des études en français. Une section anglophone pour ceux qui veulent faire des études en anglais. Également une section bilingue pour ceux qui veulent faire en même temps l'anglais et le français. Tout en rappelant aux parents qui nous regardent ce matin que la Central Bilingual School, c'est bien entendu plusieurs avantages. La Central Bilingual School est donc cette école primaire qui devrait attirer l'attention de tous les parents qui nous regardent ce matin. Choisir une école, c'est bien, mais choisir une école primaire de référence, une école primaire de qualité, c'est encore mieux. On parle de qualité parce que rien que le bâtiment vous donne l'envie de choisir cette école. Parce que l'environnement dans lequel nous fréquentons, l'environnement dans lequel nous confions nos enfants est très important. Raison pour laquelle j'invite ce matin
tous les parents qui nous regardent, que ce soit du côté de Niala, du côté de Yassa, du côté de Bonamoussadi, du côté de Bonanjo, du côté de Bepanda, du côté bien sûr, même du côté de Yaoundé, parce qu'il y a des parents qui nous regardent à Yaoundé et qui veulent bien changer de cadre, qui veulent changer d'environnement. Alors n'hésitez surtout pas de confier vos enfants à une école de référence, une école ultra moderne, une école internationale, basée en plein cœur de Douala, du côté du quartier Niala, c'est au carrefour Tekam, et cette école s'appelle bien entendu la Central Bilingual School. Allez, vous nous parlez justement déjà, bien évidemment, des raisons pour lesquelles on devrait choisir cette Central Bilingue School, cette école en même temps, baptisée bien sûr l'école primaire et maternelle bilingue. Alors, dites-nous, comment se déroulent les inscriptions à la Central Bilingual School? Avant bien sûr de parler des inscriptions, je préfère d'abord, avec votre permission, parler des raisons. Pourquoi devrait-on choisir cette école primaire? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal d'écoles primaires de très bonne qualité à Douala, mais parmi ces écoles primaires, pour cette année scolaire 2020-2021, vous aurez bien entendu la Central Bilingual School qui présente plusieurs atouts. Tout d'abord, à la Central Bilingual School, nous offrons aux enfants une éducation de qualité de la maternelle au primaire. À la Central Bilingual School, c'est bien entendu des cars de transport ultra modernes dotés bien sûr d'un GPS. La Central Bilingual School, c'est également une bibliothèque, une salle informatique à la disposition des tout petits. La Central Bilingual School, c'est également la qualité des enseignants et surtout, je rappelle à tous les parents que la Central Bilingual School, c'est des salles de cours spacieuses, mais dans lesquelles vous avez un effectif de 20 élèves par salle de classe. Oui, j'ai dit bien 20 élèves par salle de classe et c'est un élève par banc avec une distance d'au moins 1,5 mètre par élève. D'autres avantages qui devraient pousser les parents à choisir la Central Bilingual School, c'est bien entendu que c'est l'une des rares écoles à Douala où les parents ont accès à l'intérieur de l'école avec une carte biométrique. Voilà donc plusieurs avantages qui devraient pousser les parents aujourd'hui à choisir la Central Bilingual School. Je rappelle qu'elle est située à Niala, au carrefour Tekam, c'est à Douala au Cameroun. Alors, comment se déroulent les inscriptions du côté de la Central Bilingual School? C'est simple comme bonjour. C'est les parents qui nous regardent en ce moment, qui ont besoin de donner un environnement de qualité, une éducation de qualité à leurs enfants. Rendez-vous tout simplement du côté de Niala, au carrefour Tekam. Allez voir cette école, visitez les salles de classe, visitez les ateliers, visitez les laboratoires et décidez-vous par la suite. Vous savez très bien que le concept Salaka n'associe pas son image derrière n'importe quoi. Et si j'ai décidé bien entendu d'associer mon image derrière la Central Bilingual School, c'est parce que j'ai compris en tant qu'un parent que cette école primaire est une école qui devrait attirer l'attention de tous ceux qui nous regardent ce matin. Et ne soyez surtout pas les retardataires, ne soyez pas les derniers, parce que le nombre de places, il est très très limité. C'est 20 élèves par salle de classe. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez dès à présent et entrez en contact avec la direction de la Central Bilingual School, votre nouvelle école de référence à Douala. Merci beaucoup, Constilamine. On espère vous retrouver effectivement pour notre présentation, madame, monsieur. On devait également regarder le spot de fin de cette école que nous présente Constilamine ce matin. Pardon, gardez le bon sourire. Merci Constilamine, merci infiniment. On espère vous retrouver demain avec le même plaisir, avec le concept Salaka à nouveau sur nos antennes. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir pris la peine de nous regarder ce matin avec 10-12 le Zénith, Charles Amel Batou, Karine Santia, Jean-Paul Chouniat, Dominique Audrey et moi-même, y compris toute l'équipe ici présente. Nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h sur Equinox Télévision. À demain.